Ami monégasque, bonsoir. Bon, ce soir, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, hein. J'ai le sourire parce que c'est une victoire, hein. Une victoire, on en avait besoin, hein. On avait besoin de cette victoire après notre déroute collective à Bruges ce jeudi. Victoire. Donc, victoire 5 buts à 2, malgré 28 minutes de retard et un hippon. Monaco déroule. On déroule à la maison contre Metz. Donc, les buteurs, c'est Biret, Ansu Fati, un doublé, Kouaou, un CSC et Georges Ilinikena qui achève le succès monégasque. Je pense que tactiquement, il y a quand même pas mal de choses à dire, hein, encore ce soir. Donc, je vais vous laisser le temps de vous installer confortablement et on va faire cette petite analyse tactique. Bon, analyse tactique. Donc, analyse tactique, on avait Adi Hutter qui a reconduit un 4-4-2 au départ. Donc, le 4-4-2, c'était Mika Biretz en attaque avec Paris Brunner. Au milieu de terrain, on avait Minamino côté gauche, Akliouche côté droit. Dans l'axe, en relais, milieu relayeur, nous avions le jeune Bamba, sorti d'ailleurs sur blessure à la 32e minute, associé avec Lamine Camara. On avait en défense à droite Jordan Tézé, qui a été remplacé par Crépin Diatta lorsqu'il est passé au milieu de terrain. Dans l'axe, on avait Eric Dyer associé à Thilo Kerrer. Et côté gauche, Kassoum Ouattara. Et dans les buts, Philippe Keun. Oui, je sais, dans la précédente vidéo, j'ai massacré son nom, mais c'est bien Philippe Keun qui était dans les buts. Un début de match très, très, très compliqué. 28 minutes où, voilà, je cherche Monaco. Pendant 28 minutes, je cherche l'AS Monaco. Où sommes-nous? Est-ce qu'on était encore à Bruges? Est-ce qu'on était encore dans les vestiaires? Est-ce qu'on était encore à l'échauffement? C'est une bonne question, mais 28 minutes vraiment à oublier. 28 minutes où on a une équipe du FCMS qui a bien fait son travail d'analyse, hein, qui a bien regardé la vidéo. Donc une équipe de la FCMS qui défendait dans ses 13 mètres lorsque nous on avait le ballon, qui avait une ligne bien compacte de 6 joueurs en défense. Toujours les mêmes problèmes de l'AS Monaco, hein, une volonté d'être très très offensif, de mettre beaucoup de monde devant. Donc à chaque fois qu'on avait le ballon, on se retrouvait du coup avec Mika Biretz et Paris Brunner sur la même ligne que les défenseurs adverses. On avait Kassoum Ouattara sur la gauche et Jordan Tézé sur la droite qui était en position d'ailier, donc sur la même ligne que Mika Biretz et que Paris Brunner. Et on avait Minamino et Akliouche toujours très haut, qui ne décrochaient pas forcément pour venir permettre d'organiser le jeu. Donc on les avait eux aussi toujours très haut. Et deux milieux relayeurs qui étaient toujours aussi hauts. Donc clairement, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à trouver la bonne solution. On n'arrivait pas à trouver le décalage. C'était impossible de prendre de la profondeur puisque tu te retrouves avec une équipe qui t'attend au niveau des 13 mètres et toi, tu te retrouves empalé sur la même ligne que les défenseurs, sans possibilité de prendre la profondeur puisque tu es à 13 mètres du but adverse. Donc un ballon dans le dos, c'est automatiquement pour le gardien. Et la preuve, hein, ils nous ont attendu deux, trois passes, jeu de transition, en jeu de transition, Habib Diallo en profondeur et ça fait but. Et ça fait but. Et j'ai été vraiment surpris par le jeu de cette équipe de Metz parce que ils ont pris confiance, ils ont pris confiance. Dès lors qu'ils ont pris confiance, on s'est retrouvé avec un bloc défensif en début de match qui était aux 13 mètres. Et ben ce bloc défensif, il a été avancé aux 25 mètres. Avancé aux 25 mètres, c'est Metz qui fait le jeu, Metz nous prive de ballon. Ils agissent plus du tout en transition, ils agissent même désormais en attaque placée. Et c'est là où je vais dire qu'ils ont fait un péché d'orgueil. Péché d'orgueil parce que 28e minute de jeu, ballon dans la profondeur pour Minamino, forcément. Tu te retrouves avec un bloc messin qui t'attend à 25 mètres et plus à 13, donc ça libère de la place en profondeur. Ballon en profondeur pour Minamino qui trouve Mika Biretz au second poteau et ça fait but. Et les Messins, persuadés qu'ils peuvent nous faire mal, puisqu'on était vraiment dans une phase de doute, dans une phase où, malgré le but, collectivement, c'était vraiment pas ça. On était vraiment partout sauf dans le match.
Mais ils ont continué à produire du jeu. Pour une équipe qui joue le maintien, vraiment chapeau, parce qu'ils ont produit du jeu. Ils ont continué à nous attendre dans leurs 25 mètres, à garder un bloc défensif dans les 25, dans leurs 25 mètres. Ils se sont même mis à nous déclencher un pressing haut. Ils se sont mis à nous déclencher un pressing haut, pressing qui a failli être payant à de nombreuses reprises. Donc, félicitations à cette équipe mécène, mais je pense que cette équipe mécène, elle a péché. Elle a fait un péché d'orgueil parce que je pense pas qu'elle ait la qualité technique et le groupe pour pouvoir pratiquer ce style de jeu. En sachant que notre système à nous est prévu pour ce type d'équipe. C'est prévu pour des équipes qui vont venir nous chercher haut. C'est prévu pour des équipes qui vont avoir un bloc haut, puisque Adi Hutter a la volonté d'avoir beaucoup de joueurs devant, beaucoup de joueurs en attaque. Et c'est ce qui a fini, c'est ce qui a fini par se passer. Donc, bon, une première mi-temps à oublier, hein, une première mi-temps à oublier. On revient en deuxième mi-temps toujours sur les mêmes bases avec cette équipe PSN qui veut faire du jeu, qui nous accueille, qui nous attend très haut, qui vient nous presser. Et enfin, donc ça c'était avant même la fin de la première mi-temps, enfin Adi Hutter réagit. Il décide de faire passer Paris Brunner en numéro 10 et donc d'avoir Mika Biret seul à l'avant de l'attaque. Donc déjà le fait d'avoir un milieu de terrain supplémentaire, on a comme recommencé à avoir un peu plus la maîtrise du ballon. Le fait aussi d'avoir un Minamino et un Akliouche qui décrochent davantage pour essayer de faire le jeu en partant de beaucoup plus bas. Ça nous a aussi permis d'avoir un peu plus la maîtrise sur le match. Le fait aussi que les défenseurs, nos latéraux arrêtent de monter à tue-tête, à partir de la 32e minute lorsque Bamba s'est blessé, qu'il est sorti, qu'on a fait passer Jordan Tézé plus haut et qu'on a fait rentrer Krépin Diatta. J'ai trouvé que nos latéraux étaient beaucoup moins offensifs, qui montaient en dédoublement et non plus dès la création du jeu, ils montaient en dédoublement. Donc déjà, on avait ce côté, on a eu réussi à récupérer un peu plus de sérénité dans le match. J'ai aussi trouvé qu'à partir de la 30e minute de jeu, avec le changement de Bamba et le passage de Jordan Tézé au milieu de terrain, on a eu une phase où je sais pas si c'était par manque de fraîcheur physique, si on était un peu fatigué, mais on a arrêté d'aller les chercher haut. On a commencé à les attendre dans leurs 25 mètres et déclencher le pressing dans le 25 mètres adverse, ce qui faisait que ayant une défense avec une charrette, parce que putain d'ailleurs t'as une charrette, c'est même plus une charrette, il a une caravane dans le dos. Et donc si tu continues à t'entêter à aller presser l'adversaire dans ses 13 mètres, eh ben, tu te retrouves à avoir de la place dans le dos et avec Thilo Kehrer et Dyer qui ont tous les deux la même charrette, eh ben, c'est compliqué. Mais dès lors qu'on s'est mis à les presser dans leurs 25 mètres et donc ne plus avoir un bloc défensif trop haut, on n'avait certes pas le ballon, mais on n'était pas en danger. On avait quand même un bloc équipe assez compact et on n'était pas en danger. C'est comme ça qu'on finit du coup la première mi-temps sur un score de 1 partout. Donc deuxième période, un remplacement plutôt malin de Adi Hutter qui sort Paris Brunner et qui fait rentrer Ansu Fati. Ansu Fati qui va d'ailleurs être le héros de ce match, hein. Il fait rentrer Ansu Fati. Donc Ansu Fati en tant que numéro 10, en tant que faux neuf, numéro 10, qui nous a un peu plus organisé le jeu, qui nous a amené sa vivacité, sa qualité technique. Il nous a clairement fait du bien. Et dès la reprise, son premier ballon, ça fait ficelle, il marque un but. Il marque un but. Donc déjà, félicitations à lui pour son premier but, pour ce premier but-là en Ligue 1, même s'il y en a un qui est venu juste après. Félicitations à lui. Et on est dans une phase où on n'est pas forcément inquiété, Metz se remet à douter, mais reste toujours dans sa philosophie de jeu, à vouloir produire du jeu. Et donc, vu qu'il produisait du jeu, il y avait des espaces pour nous en transition. Et incompréhensif, Minamino qui nous fait un hippon dans la surface. Ça m'étonne même que Stéphanie Frappard ait eu besoin d'aller consulter la VAR pour ça. Honnêtement, moi je le siffle de suite le penalty. Donc logique, penalty logique qui est transformé par Gauthier Hens, qui prend Philippe Keun à contre-pied. Et donc c'est logiquement que le FC Metz revient à 2 partout. À ce moment-là, je suis très honnête avec vous, je commence à me dire misère de misère.
Quelle est cette purge que va encore nous offrir l'AS Monaco? Est-ce qu'on va encore, comme les saisons précédentes, perdre des points contre des équipes où on est censé en gagner? Je suis très inquiet à ce moment du match. Ben, il faut reconnaître que on a eu une entrée plutôt intéressante de Krépin Diatta qui montait, qui ne monte, qui a eu un apport offensif à juste temps et non pas à contre-temps comme peut le demander à Udi Hutter. Il montait quand le jeu l'exigeait. Il y a eu un pressing de sa part qui a été très intéressant, de l'impact aussi, de la vivacité aussi qui a été mise de sa part, qui a été super intéressant. Et c'est logique, hein, c'est logique que ce soit lui derrière qui nous fasse un centre pour la tête de Ansu Fati. Et ça fait et de là ça fait 3-2. Ensuite, voilà, cette équipe médecine qui continue à produire du jeu et donc tant mieux puisque ça libère des espaces pour nous. Et donc coup du sort, but contre son camp de Kouakou, ça fait 4-2. Et on a eu du coup à la 68e minute de jeu, il y a eu l'entrée de la sortie de Mika Bires pour l'entrée de Georges Ilinikena. Et Georges Ilinikena, je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce côté dos au but. Il me fait penser un peu à Brel Mbolo sur ce côté puissant. T'as du mal à faire le tour de lui. Et félicitations à lui parce que il marque encore un but. À chaque fois qu'il rentre, il nous sauve, il nous fait du bien. Et félicitations à confirmer courant de la saison, à confirmer. Donc, j'ai pas envie de dire que c'était une victoire logique monégasque parce que je trouve que la défaite est cruelle pour le FC Metz, il faut être honnête. Mais c'est une victoire que j'accueille vraiment à bras ouverts puisque ça nous fait 3 points de plus. C'est des points qui vont compter, je pense, dans la course à la Ligue des Champions. Donc, si on peut éviter vraiment de perdre des points contre des adversaires jugés comme, entre guillemets, faciles, je suis vraiment preneur, mais vraiment en termes d'animation collective, il va vraiment falloir revoir quelque chose parce que on est déséquilibré, on est beaucoup trop haut, on est beaucoup trop haut et je suis sûr et certain que cette saison, on va régulièrement jouer contre des blocs bas, donc des blocs qui vont nous attendre, qui vont nous prendre en transition et on a une défense centrale qui est très lente, que tu mettes Eric Dyer ou que tu mettes Thilo Kehrer ou encore quand tu mets Mawissa apporte un peu de vitesse, mais on a une défense qui est vraiment relativement lente. On a un Caio Henrique qui est pas très rapide sur le côté, un Kassoum Ouattara qui est jeune, qui a beaucoup d'erreurs de placement et un Jordan Tézé, un Vanderson qui ne me convainc pas pour l'instant sur ce poste de latéral. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux revoir les fondamentaux, lâcher ce côté pressing trop haut, ne pas aller chercher l'adversaire dans les 13 mètres, mais plutôt aller chercher l'adversaire dans ses 25 mètres pour éviter d'avoir une ligne défensive trop haute et éviter d'avoir des espaces dans le dos. Sur l'animation offensive, on l'a vu, il vaut mieux avoir un numéro 10 parce qu'on manque cruellement d'organisateurs. Lorsqu'on s'entête à avoir un 4-4-2, non seulement nos deux attaquants se marchent dessus, on a un Mika Bires qui a du mal à exister. Et d'ailleurs, je le félicite pour son premier but de la saison, même si je demande à voir. Je l'ai trouvé bien plus à son aise à partir du moment où Paris Brunner est passé en numéro 10. Donc félicitations à lui pour ce but. Et c'est évident qu'il nous faut un numéro 10, il nous faut un créateur, il nous faut quelqu'un pour organiser le jeu. On va arrêter d'insister sur le fait que on serait mieux avec des milieux de côté qui soient vraiment des milieux de côté et non des meneurs de jeu excentrés. Je l'ai déjà dit, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être la philosophie de Adi Hutter. Donc si on respecte ta philosophie, Monsieur Hutter, si on respecte ta volonté de jouer, qu'est-ce qui t'empêche de demander à tes deux meneurs de jeu excentrés de décrocher pour organiser le jeu? On en a besoin. Et qu'est-ce qui t'empêche de demander à tes relayeurs de rester un cran plus bas? Ils sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop hauts. Et systématiquement, il faudrait qu'on prenne l'habitude de se dire que quand c'est bloqué, quand on est face à des blocs bas qui nous attendent comme ça, mais de faire un tour. De faire un tour. Il n'y a pas de honte à faire passer le ballon jusqu'au gardien, faire un tour, essayer d'attirer un peu l'adversaire pour pouvoir débloquer de la profondeur. Et si ton adversaire ne veut pas sortir, eh ben c'est pas grave. Si déjà tu as des latéraux qui restent
qui restent à leur poste de latéraux et qui ne se retrouvent pas ailiers lorsqu'on a le ballon, ça va forcément attirer les latéraux adverses ou les milieux de terrain ou les milieux couloirs adverses qui vont venir presser nos latéraux. Si tu demandes à tes meneurs de jeu excentrés de décrocher, ça va forcément attirer les latéraux adverses. Et à ce moment-là, ça va libérer de l'espace pour des Mika Biret, pour des Ansu Fati que tu mettras en numéro 10 ou pour qui que ce soit qui sera sur le terrain. Je pense qu'on a une vraie réflexion à mener sur l'animation offensive de l'AS Monaco aujourd'hui. Ces 3 points qu'on accueille vraiment bien, qui nous donnent du boom au cœur. Mais il y a quand même une réflexion à mener sur cette animation choisie par Adi Hutter. Ok, donc ce sera tout pour mon analyse tactique du match. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez remarqué d'autres choses, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Voilà, hein, si je me suis lancé, c'est pour débattre. Et donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des avis d'autres personnes, voir un peu si vous avez la même analyse que moi ou si vous avez une analyse différente, si vous avez des suggestions tactiques différentes. Je suis preneur de vos différents avis. Donc, je vais passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs. Donc, en termes de notes, un Philippe Keun dans les buts à qui j'ai attribué la note de 6. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il prend 2 buts pour lesquels il peut pas faire grand-chose. Hein, un face-à-face très bien ajusté qui fait but. Un penalty. Le penalty, c'est toujours un peu de la loterie, donc il peut pas faire grand-chose. Jordan Tézé, je lui ai mis la note de 7. Donc Jordan Tézé, je te mets la note de 7, mais c'est pas un 7 qui est représentatif de ton match en tant que latéral, que j'ai trouvé plutôt moyen en tant que latéral, mais je t'ai trouvé vraiment très intéressant sur ce poste de milieu relayeur où tu nous as amené de l'impact. Tu as pris tes responsabilités en tant que premier relanceur. Je t'ai trouvé vraiment très intéressant et c'est pour ça que je te mets la note de 7. Nos 2 défenseurs centraux, Eric Dyer et Thilo Kehrer, je leur mets à tous les 2 la note de 5 parce que physiquement, d'ailleurs, c'est un rock, hein, il n'y a rien à dire. Quand le joueur est dos au jeu et qu'il doit venir le ceinturer, le coller, sur ça, il n'y a rien à dire. Mais dès lors que on trouve un peu de profondeur, mais t'as une charrette et ta défense en reculant, elle est vraiment inappropriée, quoi. Vous ne savez pas défendre en recul frein. Vous savez pas défendre en recul frein. Si l'ailier messin est un peu plus agile, à 2-2, il peut y avoir 3-2 pour eux et c'est plus la même fin de match. Donc, Thilo Kehrer, Eric Dyer, je vous mets la note de 5. Kassoum Ouattara, sur le côté gauche, je te mets la note de 5 uniquement parce qu'on a gagné, parce que ton apport défensif, il reste encore à démontrer. Je te trouve, tu es beaucoup trop offensif, trop de légèreté dans ton dos. La preuve, toutes les équipes, lorsqu'elles savent que tu es titulaire, elles attaquent à gauche. Offensivement, je t'ai pas trouvé très à l'aise. Tu t'es fait manger par ton adversaire direct. Très peu de situations de centre, très peu de situations où offensivement tu nous as apporté et tes centres n'ont pas été bons. Donc je te mets vraiment la note de 5 et uniquement parce qu'on a gagné. Au milieu de terrain, Lamine Camara et Bamba. Alors le jeune Bamba, il est sorti sur blessure au bout de la 32e, mais avant sa sortie sur blessure, honnêtement, je pense qu'il y est pas du tout. Peut-être qu'il avait déjà une gêne avant de commencer, mais il y est pas du tout. Donc je lui ai mis la note de 4 et 4 uniquement parce qu'il n'a pas fait le match total et qu'il est sorti sur blessure. Je lui mets la note de 4. Encore un match à oublier. Je pense que tu as la chance qu'Adi Hutter te donne ta chance, je pense que ta chance, il faut la saisir. Et pour le moment, sur le match d'Auxerre, tu m'avais montré de belles promesses. Ces promesses-là, je ne les retrouve pas. Je les retrouve pas. Et attention à ne pas sortir du 11, hein, puisque là, tu joues faute de mieux. Hein. On a beaucoup de blessés. On a des Denis Zakaria qui sera un blessé de longue durée. Donc, attention quand même à saisir ta chance. Lamine Camara, je lui mets la note de 6 parce que volontaire, il a essayé. Il nous a mis de l'impact à la récupération. Il a essayé d'organiser le jeu. Il ne faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur qui n'a pas trop d'expérience. Donc, je lui ai mis la note de 6. Prestation encourageante. Sur le côté, Marnès Akliouche, je lui ai mis la note de 3. Et je cherche toujours Akliouche. Je le cherche. Je me demande même s'il a joué parce que aucune différence. Il a rien apporté. Je le trouve en panne d'inspiration, manque de fraîcheur, manque de vivacité, manque de tout. Je me demande s'il n'est pas fatigué. On l'a beaucoup utilisé la saison dernière. Il y avait quand même une volonté de sa part de partir. Il n'est pas parti. Donc est-ce que mentalement il accuse le coup?
Il y a une première sélection en équipe de France et je l'ai félicité pour ça, mais aujourd'hui, il ne nous sort pas des prestations d'un niveau équipe de France. Donc, je ne sais pas si c'est son poste qui ne lui convient plus ou peut-être qu'il serait peut-être plus à l'aise derrière l'attaquant en numéro 10. Mais quoi qu'il en soit, un match à oublier, un match à oublier. J'espère qu'Adjuteur va trouver la solution pour te remettre dedans. Et je pense que tu as un manque de fraîcheur physique actuellement. Donc, je te mets la note de 3. Minamino, je lui mets la note de 4. Oui, j'oublie pas que Minamino nous a causé un penalty. Ça, je l'oublie pas. C'est difficile de rater le hippon qu'il a fait dans la surface. Mais c'est quand même lui qui fait la passe décisive à Mika Biret, c'est quand même lui qui nous trouve la profondeur. Donc je pense que c'est même les seules choses qu'il a fait de bien dans ce match-là. Et ça suffit pour que je lui mette 4. En attaque, Paris Brunner, je lui ai mis la moyenne, la note de 5. Il a été volontaire, il a essayé d'apporter quelque chose. C'est encore un jeune joueur, donc c'est une note de 5 juste pour l'encourager. Mika Biret, je lui mets la note de 6 parce que premier but pour lui en Ligue 1, enfin. Enfin, un Mika Biret qui a su se montrer à son avantage. Après, c'était le FC Metz. Donc, le FC Metz, c'est une équipe qui joue le maintien. À voir sur des équipes de haut de tableau ce que va réussir à nous apporter Mika Biret. Mais au vu de ces 4 premiers matchs de championnat, plus le match de Ligue des Champions fantomatique, qui puisse marquer, ça fait du bien. Et donc, je lui mets la note de 6. En ce qui concerne les remplaçants, Ansu Fati, je lui ai mis la note de 8,5. 8,5, pourquoi? Juste parce qu'il n'était pas titulaire, mais une super entrée, un doublé qui va dans la continuité de son match à Bruges où il nous a marqué un but. Donc je lui ai mis la note de 8,5. Crépin Diatta, je lui ai mis la note de 7, puisque c'est quand même lui qui fait la passe décisive sur Ansu Fati, Un match défensivement que j'ai trouvé abouti, offensivement très très intéressant. Et je suis bien content qu'on n'ait pas résilié ton contrat comme ça se pressentait cet été, puisqu'on aurait manqué de profondeur de banc. Tu es un joueur d'expérience, un joueur que je vais pas mentir, je fais mon mea culpa. J'aurais bien mis moi aussi une petite pièce pour que tu partes, parce que des prestations la saison dernière qui ont été très très décevantes, très très décevantes et qui nous ont coûté des points. Mais là, je suis forcé de reconnaître que tu as fait une entrée super intéressante. Donc, je t'ai mis la note de 7. Georges Nikena, je lui mets la note de 7 également, puisque une entrée où il nous a fait du bien dans la conservation du ballon, de par sa puissance, de haut jeu, un jeu de déviation qui était plutôt intéressant, qui nous a même permis de créer du décalage. Et cerise sur le gâteau, il marque un but. Donc je lui mets la note de 7. J'espère quand même qu'à 18h va te donner ta chance en tant que titulaire. Qu'on voit, hein, puisqu'on est dans une période où rien n'est figé, où on a un Balogun qui, depuis son arrivée à Monaco, ne convainc pas. On a un Mika Bires qui a fait une arrivée tout nitruante la saison dernière, mais là, depuis le début de l'année, il ne convainc pas non plus. Et toi, tu rentres, tu marques. Donc, à voir ce que tu pourrais donner sur un poste de titulaire. Je suis curieux de voir ce que tu pourrais donner tout seul sur le front de l'attaque, surtout avec ce style de jeu qu'on pratique super haut, où on a plus besoin d'un point de fixation que d'une profondeur. Ensuite, le jeune Udumbo qui est rentré, le jeune Udumbo qui est rentré, je lui ai mis la note de 6 juste parce qu'on a gagné, parce que il a essayé d'apporter un peu de vivacité devant. Il a été à l'origine de certains décalages. Donc je lui mets la note de 6, puisque voilà, je trouve que j'aimerais bien le voir un peu plus. C'est un jeune joueur, il a que 20 ans. On l'a acheté 10 millions à Séville. Il a fait quelques bonnes entrées à Séville. C'était pas du tout un titulaire, c'était un joueur en devenir. Chez nous, je pense que c'est un joueur qui va amener de la profondeur au banc, mais je demande à voir. Il a apporté ce côté qu'on n'a pas, un joueur explosif, vitesse, capable de prendre la profondeur. Donc c'est un autre registre que nos milieux titulaires et je demande à le voir davantage. Caio Henrique, je lui ai mis la note de 6. Un match défensif correct. Correct. Il s'est pas fait prendre sur son côté. Offensivement, il est monté à bon escient. Bon, après, il y a pas eu matière, il n'y a pas eu trop de matière qui me permettent de le noter. Donc, je lui mets la note de 6 puisqu'il a quand même participé à la victoire. Donc, c'est tout pour les notes que j'attribue aux joueurs. Là, c'est pareil, hein, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que j'étais trop généreux ou trop dur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, je suis preneur. Ce n'est que mon avis en tant que supporter de l'ASM.
On va passer désormais au top flop. Donc au niveau des top flops, ben, au niveau des tops, j'ai mis logiquement Ansu Fati, hein, un doublé à des moments du coup où on en avait besoin, hein. Le but du 2-1 en reprise de deuxième mi-temps où on en avait besoin, le but du 3-2 où on en avait également besoin. Donc il a su marquer les buts au moment où on en avait besoin et un apport collectif que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je mets en top Jordan Tézé, puisqu'il nous a apporté l'impact qui nous manquait au milieu de terrain en l'absence de Denis Zakaria. Il nous a aussi amené un peu de finesse technique au milieu de terrain. Donc voilà, hein, de toute façon, c'est très clair, hein, si tu, sur une confrontation du niveau Ligue 1, si tu ne rayonnes pas au milieu de terrain, euh, c'est difficile derrière d'aller accrocher quelque chose. Et donc, j'ai apprécié le match de Jordan Tézé. Donc je le mets dans les. C'est logique que je le mette dans les tops. Ensuite, j'ai mis Georgini Nikena en troisième top, puisque une entrée plutôt convaincante, et encore une fois, il sort du banc, il marque, donc je le mets logiquement dans les tops. En termes de flop, j'ai mis Minamino, malgré qu'il ait fait la passe décisive sur Mika Biret. Il nous cause un penalty à un moment où on n'était pas forcément en danger, à un moment où le ballon n'était même pas dans la surface. Donc là, c'est logique que je mette Minamino en flop. J'ai mis Akliouche en flop parce que je cherche Akliouche. Où est le Akliouche qui s'est fait sélectionner en équipe de France? Où est le Akliouche qui a porté l'AS Monaco la saison dernière? Un Akliouche qui, je pense, a besoin de travailler physiquement. Il manque de fraîcheur. Je pense qu'il a beaucoup joué et il a besoin de travailler physiquement. Il a aussi besoin peut-être de souffler un peu. Donc à 18h, je compte sur toi pour ménager Akliouche parce qu'on aura besoin de lui sur les prochaines échanges de Ligue des Champions et les prochaines échanges de Ligue 1. Enfin, dernier flop, j'aurais pu en mettre un des flops, hein, mais dernier flop, j'ai choisi de mettre d'ailleurs, parce que même s'il fait pas forcément un mauvais match, je trouve que sa gestion de la profondeur pour un joueur aussi expérimenté est juste ignoble, et j'espère voir autre chose d'un Eric d'ailleurs avec toute l'expérience et toute l'attente qu'on a auprès de lui. Donc c'était tout pour mes top flops. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, si jamais vous auriez mis d'autres joueurs en top, d'autres joueurs en flop, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je suis tout oui. Enfin bon, prochain adversaire, ce sera un déplacement à Lorient. Donc déplacement à Lorient. Lorient, il ne faut pas oublier que c'est une équipe contre laquelle on a du mal à s'imposer. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls et une victoire. Donc Lorient qui a un début de saison très compliqué. Logiquement, Monaco devrait s'imposer. Mais attention à cette équipe des Merlus, contre laquelle, encore une fois, on a du mal à s'imposer. Attention à cette équipe des Merlus qui, comme toutes les autres équipes, vont pratiquer un bloc bas et un jeu de transition. Et c'est un système d'équipe qu'on ne sait toujours pas encore gérer. On a des difficultés avec l'organisation du jeu. Donc attention aux interceptions et aux phases de transition qui pourraient nous faire mal. Donc c'était tout pour moi, c'était Lilo ASM débrief. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vais fêter les 3 points parce que franchement, vu le match qu'on a vu contre Bruges, je suis très content de cette victoire. C'est un dimanche plutôt bon, plutôt même très bon puisqu'on gagne. Et je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve semaine prochaine pour le déplacement à Lorient. Bonne soirée à tous et allez la SM.